Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live avec Aline et avec Rachel. Bonjour Rachel, bonjour Aline. Bonjour Martin, tout le monde. On se retrouve ensemble pour notre matinale du lundi dans laquelle on vous parle de plein de choses le lundi. On vous parle de la semaine d'un monde de jeux, on va revenir sur tout ce qui se passe cette semaine. On vous parle de jeux de société parce que c'est une chaîne qui parle de jeux de société. On vous parle des écrans, ce qu'on a regardé en film, en série, en smartphone, je sais pas ce qu'on peut regarder d'ailleurs, mais on peut regarder des trucs, et éventuellement du jeu vidéo, on pourrait en parler là, dans cette rubrique-là. Spoiler, il n'y en a pas ce matin, et les livres, pour terminer. Spoiler, il y en a. Et du jeu vidéo ? Non, les livres. Ah, les livres, spoiler, il y en a, oui. Je pensais, Aline a fait du jeu vidéo, si. Je sais pas quand ça arrivera, ça. C'est pas une émission de critique, ça j'y tiens beaucoup, c'est pas du tout, je dis pas ça pour dévaloriser la critique, bien au contraire, c'est même l'inverse, c'est simplement que c'est une émission de partage et de conseil, on a envie de vous conseiller des choses, on a envie de partager ce qu'on a fait, mais on se donne pas du tout la mission de mettre en perspective avec l'histoire du film quand il s'agit d'un film, ouais. Avec toute la démarche qu'un réalisateur a à l'intérieur, non, on est simplement... puis se donner la prétention, nous aussi, d'être des critiques, on cherche pas ça. Dans cette émission-là, c'est vraiment juste des avis, vous retrouverez aucune critique à l'intérieur. Tu sais à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser à un lundi matin. Tu arrives au travail, tu as tes collègues qui sont là, elles sont à la photocopieuse, enfin je parle des instituts que je côtoyais, elles sont à la photocopieuse, il y en a une qui râle parce qu'elle va encore retrouver Thiago et que franchement, bon... Mais en même temps, entre deux photocopies et deux petits râlages, on se parle de ce qu'on a fait le week-end, de ce qu'on a regardé à la télé, de ce qu'on a lu. Ou je sais pas, de la promenade qu'on est allé faire, ou du truc qu'on a visité dans le coin. Et puis, on n'est pas là en train de se dire « Oh là là, mais tu sais que d'après la critique littéraire, on se dit juste « j'ai adoré ». C'est un peu ce qu'on va faire ce matin. Oui, et puis c'est pas du tout de dévaloriser la critique ou reprocher à ceux qui le font de le faire, hein, pas du tout. Simplement, j'aime bien que nous-mêmes, on ait conscience de ce qu'on est en train de faire. C'est aussi par rapport à nous que je dis ça. On regarde ce qu'on a diffusé la semaine dernière. Donc, on a reçu Cocktail Game mardi matin. Si vous voulez retrouver, vous n'avez pas vu cette matinale, vous voulez la retrouver, elle est sur la chaîne de replay, elle est sur l'application umdj.fr. Si vous allez dans l'onglet vidéo, vous retrouvez toutes les vidéos qu'on a réalisées, les sorties de la semaine dernière. Vous aurez notre présentation et parfois nos avis quand on en a sur les jeux qu'on vous a présentés. On a fait l'émission avec Pénélope, 11 nouveaux jeux. J'ai pas rediffusé l'émission du... Si, je l'ai rediffusé cette semaine, l'émission du vendredi. C'est la semaine d'avant que j'avais pas rediffusé celle du vendredi. Parce que c'est celle de Blind Cooks, justement. Oui, celle de vendredi, on a reçu Blind Cooks. Elle a été diffusée samedi matin. J'ai pas réussi à la mettre le vendredi même. Ça arrive, hein, des fois qu'on a un petit peu de délai. Et nouvel éditeur, nouveau jeu sur cette vidéo-là. Donc si vous l'avez pas vu parce que samedi matin vous n'étiez pas derrière votre écran, rattrapez-la ce matin. Vous avez la possibilité de découvrir parce que c'était un peu la fête, hein, le fait qu'un éditeur vienne nous présenter son premier jeu et se lance. Ça a une énergie spéciale de partager ces récits de quelque chose qui se lance, qui débute, une aventure pleine d'énergie, d'amitié aussi, ça se sent, et c'est chouette à écouter. Moi, je tiens juste à dire que quand ils ont tourné la partie du jeu, que vous verrez plus tard, j'essayais de travailler à côté, mais ça criait fort dans la salle. Oui, on en a fait 2 même. Bonjour, j'ai regardé plusieurs vidéos de On explique et on joue, nous dit Fred on the net. Merci pour tout cela. Et bien justement, voici les vidéos d'On explique et on joue qu'on a réalisées. Red Notice, donc vous pouvez retrouver ce jeu qui est un des jeux attendus de ce printemps. Et est-ce que tu y as rejoué, Rachel ? Parce que tu me dis que ce serait peut-être ton jeu du printemps. Non, j'ai pas rejoué parce que j'ai joué à beaucoup de choses ce week-end, mais je tiens à dire que j'y ai joué enfin pour la première fois avec mon chéri, qui a pas pu s'empêcher de me traiter de as pendant la partie, et c'est très bon signe. Ces jeux où à un moment donné la tension elle est tellement à son paroxysme que les insultes fusent. C'est-à-dire que là il avait une excuse, quoi, tu vois. Mayor of Chicago, il y a 2 jeux solo publiés par Impatience qui se jouent seuls ou à plusieurs si vous voulez discuter, parce que nous on y a joué à plusieurs et on trouve que ça marche très bien, et je crois que je préférerais y jouer à plusieurs que tout seul, moi, ce genre de jeu. On en a diffusé un pour l'instant, le deuxième on le diffuse peut-être aujourd'hui, c'est Freyguard. Les 2 vidéos sont réalisées, vous les retrouvez notamment sur cette page là, mais ça sera disponible. Il faudrait qu'on les mette un petit peu en avance peut-être sur l'appli, je sais pas si c'est faisable ça. J'en sais rien, ou si il faut attendre que ça soit public. Oxpire, c'est un jeu qui sera en financement participatif en avril. Le 7 avril. Le 7 avril, mais il est déjà disponible sur la chaîne. D'ailleurs, c'est le premier ou c'est toi qui fais la règle, il me semble, hein ? Non, j'ai déjà fait la règle pour Kikai. Pour Kikai, c'est le deuxième où tu fais la règle. C'est le deuxième où je fais la règle. Et cette photo que tu as choisie en miniature, j'ai envie de raconter l'anecdote. Ouais, trop chouette, des fois, cette photo. On refait
on refait les phrases quand on n'en est pas assez content, et mon au revoir de la vidéo, les autres au revoir que j'ai essayé, le micro il frotte. Donc je me retrouve à utiliser le au revoir où je dis au revoir appuyé sur la boîte. Je dis je suis pas sûr d'assumer, mais et je vois que Martin le met en miniature. Je trouve ça cool. En fait, j'ai toujours des attitudes un peu qui changent et je le trouve chouette. Gévaudan, je vous avais commenté cette vidéo. J'ai l'impression que ce jeu rencontre de l'écho aussi chez vous parce que ça raconte une histoire et ça vous fait vivre aussi en y jouant. Ça donne l'occasion d'en parler de cet univers-là. C'est intéressant. Vous pouvez pas vous empêcher de comparer à la bête. Donc j'ai vu dans les commentaires quelqu'un qui dit moi je préfère la bête. Il y a des commentaires autour de ça parce que 2 jeux sur le même thème, c'est assez amusant. Il y a Misfit Heroes aussi qu'on n'a pas encore diffusé mais qui est prête également, qui est sortie en fin de semaine dernière. Donc vous pouvez retrouver ces vidéos-là sur notre chaîne. Moi aussi j'ai joué à Red Notice à un petit festival ce week-end, nous dit Max Crioc. Il est vraiment très bon, ils sont forts chez Catch-Up quand même. C'est vrai que quand même ils sont forts chez Catch-Up. Moi j'avais joué en proto et le proto était déjà excellent, donc merci Baptiste et merci Gauthier pour ce petit bijou. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent sur l'appli umdj.fr ou directement via Twitch. C'est le cas de la Colorier ce matin qui a renouvelé son abonnement et qui est depuis 7 mois abonné à la chaîne. Merci beaucoup à elle. Voilà pour les vidéos qui sont diffusées sur notre chaîne que vous pouvez retrouver. Tous les matins, on commence aussi avec quelques petites news d'actualité. On ne va pas faire d'actualité générale du monde du jeu, on se garde ça pour demain. J'ai noté 2-3 trucs quand même, mais on se les gardera pour demain. Mais l'actualité d'un monde de jeu, quand même, on va le dire, c'est que c'est une semaine particulière cette semaine-ci. On va avoir pas de visite cette semaine, Aline. On va donc faire les matinales ensemble. Je vous préviens, on mange que des tomates et des pommes. Super. Pourquoi ? Parce que je fais le repos de la cuisine. Ok. Entre 2 semaines très intenses en cuisine. J'ai cru qu'on se désintoxiquait, ce qui était une bonne chose aussi. Tu peux le voir comme ça. Ouais. Ou je peux avoir la flemme de la cuisine, c'est autre chose. Cette semaine-ci, il y aura un fil conducteur, c'est l'installation, puisque nous avons les Sabliers d'Or qui se lancent la semaine prochaine, donc événement majeur pour nous, évidemment, et les Sabliers d'Or, chaque année, c'est devenu traditionnel, c'est une période dans laquelle on remet en question pas mal de choses que l'on fait, et pas mal d'équipements que l'on a. C'est une semaine qui nous coûte un peu cher quand même, parce que... c'est vrai, c'est une semaine prétexte, parce qu'on se retourne sur ce qu'on a en termes de matériel, en termes de décor, en termes de plein de choses, puis on dit, j'ai envie d'améliorer ça, je voudrais faire ça avant. Exactement. Donc Cannes nous coûte déjà un petit peu cher parce qu'on s'organise, on achète 2-3 trucs pour Cannes, et un mois après, les Sabliers d'Or, on fait la même chose, mais pour notre studio ici. Donc ça va être un peu le fil conducteur de cette émission. Nous avons commencé à installer pas mal de choses, il va y avoir beaucoup de changements pour nous. C'est une semaine dans laquelle on va modifier notamment l'espace ici, là, puisque les Sabliers d'Or se passeront dans cet espace-là. Je regarde sur le côté parce que là, juste à côté, vous le voyez pas, mais il y a un écran qui est en train d'être installé. Il va y avoir un espace dont on a déjà rêvé, de réalisation pour cette matinale. C'est-à-dire que là, tout de suite, on a 2 écrans qui sont en face de nous. On parle à une caméra, mais on a les écrans que l'on voit en même temps pendant qu'on fait l'émission. Tout ça, ça va changer pour la semaine prochaine. Et pour le courant de cette semaine, on va essayer de modifier. On a un nouvel ordinateur qui est posé là, juste à côté, sur lequel on peut brancher nos caméras directement. Il va falloir que je m'habitue, parce que j'aurais pu la console juste à côté pour changer, comme je le fais là à la main, les différents écrans. Il va falloir que je fasse différemment. Vous ne me verrez plus la main en bas quand je change les éléments. On va tout passer par le Stream Deck normalement qui est ici. Stop. Oui. Il s'appelle comment cet ordi ? Je ne vais pas donner le nom, c'est vrai que je ne vais pas changer. Tu viens de chipper Martin ? Évidemment, je vous ferai des photos. Pour l'instant, il n'y a rien à montrer de très particulier parce que là, c'est un peu le bazar et on attend un morceau de table pour faire le coin l'îlot de montage de réalisation en direct qui sera juste à côté et qui nous permettra de pouvoir vous accompagner pendant ces Sabliers d'Or et réaliser des vidéos qui seront, j'espère, on montrera un petit peu le niveau. Alors, normalement, ça ne sera pas si évident pour ceux qui regardent, c'est pour nous qu'il y a beaucoup de changements d'une certaine manière, mais quand même, on en profite. Je sais pas, moi, on m'a parlé de fauteuil, on m'a parlé de plein de choses. On a commencé à regarder pour enlever le canapé qui est là en face, mais ça vous en fichez peut-être un petit peu, mais c'est vrai que ça demande si on voulait avoir un petit espace juste en face, il y a un canapé où les gens s'assoient des fois quand ils ne sont pas dans l'émission, en attendant de passer, et notamment pendant les Sabliers d'Or, il y a souvent des gens assis sur ce canapé là juste en face, et j'aimerais bien avoir des fauteuils un peu plus chouettes. La problématique de ça, c'est qu'il y a une problématique de lumière. Là, on a aussi 2 trépieds avec 2 lumières qui sont placées juste devant et on a besoin d'éclairer l'endroit où on se situe. Donc, comment tu fais si tu mets des gens en face que tu peux filmer aussi, ils sont dans le champ ces lumières. Regardez les plateaux de télé, tout est au plafond, je pense.
c'est un peu compliqué à organiser. C'est un autre. Ou d'autres lampes Là, on est comme sur un celle-ci. autre niveau d'organisation. C'est un défi. Un autre défi. C'est assez excitant cette nouvelle organisation. Pour l'instant, j'ai l'impression que leur nouvel ordinateur, qui était le grand stress, a l'air de fonctionner avec sa carte d'acquisition, mais on n'a pas lancé une vidéo, ça sera en cours de semaine. De ce fait, alors, Rachel, on a prévu, est-ce qu'on a choisi le jeu? Pas encore, hein. On a prévu de faire une après-midi où on teste tout le nouveau setup, donc plutôt en. Moi, j'ai envie de te proposer semaine. celui-ci. C'est les parties de combien de temps celui-ci? Je pense que ça peut être 45 minutes, 1 heure. Après explication des règles. Ah oui, c'est déjà long, hein. C'est déjà. Oui, mais il y avait d'autres jeux. Sur les jeux que j'ai testés ce week-end, je me suis dit, soit c'est trop long, soit j'ai pas trouvé ça suffisamment bien. Oui, on va tester donc en après-midi le fait de se connecter, mais vraiment dans le but de tester notre matériel, notre organisation. C'est combien de temps d'explication de règles celui-là? Je peux te le faire en 15 minutes, même pas. Ah, quand même. Moi, je veux Grand max de chez Grand Max. moins intense en termes de temps pour une première. Je pense que c'est ben, une bonne idée. Peut-être le jeu dont tu parleras dans quelques minutes. Je pense que c'est une bonne idée, mais oui, non, mais ça me tente. pour une deuxième session. Tu vois, comme je veux tester aussi, les 15 minutes de règles me font peur. C'est pas les 45 minutes de partie, c'est plutôt un moment où on vous laisse pour 15 minutes de règles. C'est plutôt ça, moi, qui me... Ah non, si on le fait sur une vidéo règle montée, tu veux dire? Si on fait, Ouais, je sais pas sur si une vidéo je sais pas si on pourra réglementée. se permettre de enregistrer en plus une vidéo règle cette semaine-ci qui est très chargée. J'ai pas pensé à me chronométrer, mais oui, je pense que c'est 15 minutes. C'est en ça direct. qui me fait un peu peur. Mais pourquoi pas? Moi, je suis pas contre, mais c'est juste une question de le tunnel des règles dans une vidéo live m'inquiète toujours un petit peu quand on l'a pas préparé à l'avance. Et nous, on a tendance à préparer à l'avance. Regarde, Je suis pas sûr qu'on ait le temps de préparer. à Normalement, l'avance. je suis sûr qu'il y a ma petite fiche Bristol à l'intérieur. Oui, mais les règles en direct, je suis pas pour, tu sais. C'est une discussion interne. Bienvenue en réunion. Ah bah c'est ça. Voilà, il y a une Mais si après-midi jamais où je on suis sera en prête. live sur un jeu, on n'est pas sûr encore duquel, on va en discuter. Mais moi j'aurais bien testé le Locus, est-ce que ça se filme bien? J'en sais rien. Non, c'est une fiche, hein. C'est une feuille, à moins qu'on le joue en dématérialisé, c'est-à-dire qu'on trouve la grille de score et on le joue sur des écrans et les gens voient ce qu'on joue. Ah oui, Tu vois ce que On je peut veux dire? imprimer plus grand aussi les fiches. oui. Ah oui. On en Nous, on discute. l'a déjà fait pas mal de fois, même en vidéo, parce que pour quand tu Wacom. filmes une toute petite feuille sur laquelle tu écris, la vue du haut, elle est trop éloignée. Ouais. Donc, on agrandit toujours. On va vous parler de jeux de société. Tu veux parler de la gloire de Rome, Rachel, c'est ça? Oui. Mais du coup, je voulais faire une petite aparté sur Rome. Donc, j'ai joué à Magna Roma ce week-end. Du coup, je vais en parler aussi de Magna Roma. Oui. Magna Roma, c'était un jeu où j'avais lu les règles lors de sa sortie et je m'étais dit, ah, c'est intriguant ce jeu de pose de tuiles où on combine 2 tuiles et on va pouvoir réaliser l'action qui correspond. Et effectivement, c'est plutôt très chouette. Sur une première partie, tu testes des choses, tu grimpes sur des pistes et tu comprends à la fin de la partie que t'es obligé de faire des choix et qu'on aurait tous dû faire des choix plus drastiques. Mais j'ai surtout envie de vous parler de la gloire de Rome, sur lequel je suis tombé dessus sur une étagère du chalet et j'ai vu le nom de l'auteur et je me suis arrêté. Karl Schelick. C'est Karl Schödig, donc l'auteur d'Innovation, et c'est un jeu qu'il a sorti avant, qui sort pour situer, je crois que c'est en 2005, j'ai révisé ça ce matin mais j'ai déjà oublié, et qui sort donc après Puerto Rico et qui sort avant Race for the Galaxy, pour remettre de l'ordre. Et pourquoi je cite ces jeux-là? Parce qu'il y a ce système de je vais pouvoir jouer des actions et les autres joueurs vont pouvoir suivre l'action. Et j'ai trouvé ça fabuleux. Alors je trouve ça hideux est mal édité autant en termes C'est de pas la règles. première Autant... édition celle-ci, hein, je crois en plus. Ah, hein. en plus. Ouais. Il me semble qu'il y a une édition avec rien sur le matos, fait sur Word. Peut-être je me trompe, mais c'est le souvenir que j'en ai. Mais effectivement, le visuel sur BGG, c'est un truc assez horrible. Et si tu mets la vue du dessus, je montrerai bien une carte. C'est pour dire que c'est des jeux où les cartes, elles ont plusieurs choses disponibles. Soit c'est les sous que vous voyez tout en haut, c'est l'influence que ça va vous rapporter. Soit à gauche, elles ont un métier, c'est quand vous allez pouvoir dire « je veux faire cette action-là », ou en bas, elles ont une matière première. Et en fait, à votre tour, vous allez simplement soit choisir de piocher, et là, il se passe rien... Vous piochez, je vous explique pas le système de pioche parce que les cartes sont un peu des ressources, soit vous allez choisir un métier, et les autres joueurs, s'ils ont eux aussi ce métier-là en main, ils vont pouvoir suivre l'action, soit piocher. Et comme le montre le plateau de jeu, les cartes, on va pouvoir les mettre à différents endroits, on va pouvoir les mettre en clientèle. J'ai déjà montré, mais j'ai pas besoin de 2 plateaux pour montrer. Oui, non, pardon. Si tu mets la carte dessous en clientèle, quand les joueurs
appelleront ce métier-là, tu pourras, si tu sais défausser une carte de ta main, toi aussi suivre cette action-là, mais de manière plus puissante. On va pouvoir mettre les cartes en dessous avec, je sais plus si c'est avec l'ouvrier, oui, c'est avec l'ouvrier, on met les cartes en dessous et ça vous offre des ressources. On va pouvoir construire un bâtiment, mais construire un bâtiment, ça va se faire en plusieurs étapes. Il va falloir que vous posiez des fondations, que vous posiez votre carte au-dessus, et ensuite il va falloir que vous appeliez l'architecte pour qu'il mette la pierre nécessaire dessous, et qu'à un moment donné le bâtiment soit construit, et que vous profitiez de l'effet qui est au-dessus. Je rentre pas plus dans le détail, parce qu'il y a après un jeu de majorité avec des ressources que vous essayez de mettre dans votre coffre-fort. Mais s'il vous plaît, pas rééditer ce jeu-là, mais éditer des jeux malins, des jeux qui offrent vraiment... Vous avez déjà joué à Innovation, vous savez qu'il n'y a pas deux parties qui se ressemblent, et dans La Gloire de Rome, c'est exactement la même chose. Les parties peuvent être précipitées, vous construisez très peu de bâtiments finalement. Toujours essayer d'avoir les bonnes cartes en main ou la carte Joker pour pouvoir suivre les actions des autres joueurs. J'ai vraiment trouvé ça fabuleux. Très difficile à lire, mais fabuleux. Et Rachel qui présente les sorties toutes les semaines, elle vous invoque, éditeur, essayez de faire des jeux intelligents. Oui, désolé si j'ai vexé certaines personnes ou si vous vous sentez visé par cette phrase. Personne ne s'est senti visé, c'est ça le truc incroyable, c'est quand on dit mais la plupart des jeux sont nuls, chaque éditeur dit bah oui mais pas les nôtres. Les nôtres on sait que c'est pas vrai. C'est ce qu'on entend toujours quand quelqu'un nous présente un jeu, oui vous allez me dire c'est encore un petit jeu de cartes avec des numéros et des couleurs, ok, mais celui-là vous allez comprendre pourquoi je l'ai édité. Et nous on est là, pas sûr là, j'en peux plus. Mais ouais, j'ai vraiment trouvé ça fabuleux. C'est comme si tu allais au restaurant et qu'on dit ouais je sais, c'est encore de la purée, mais goûtez la mienne. Parce que moi j'ai mis 3 grains de sel. Il peut y avoir de très bonne purée. Mais oui, il peut y en avoir de très bonnes, mais à un moment t'en peux plus de la purée, t'as envie de manger du caviar, c'est... Et j'ai juste envie de répondre à Laura dans le chat qui se demande si Locus c'est pour elle. Oui, Locus c'est pour toi. C'est du Tetris. Donc déjà je sais que t'aimes Tetris, avec Tréfuté ça combote dans tous les sens. C'est fantastique, c'est pour toi. Clairement. Et on a Flo de Fantasy Game qui nous dit sur le chat, on va essayer Rachel, désolé, qu'il le prend pour lui, forcément, il en fait tout le temps des petits jeux de cartes avec des numéros et des couleurs. C'est complètement lui. Quand je disais des jeux intelligents, c'est des jeux qui font appel à l'intelligence des joueurs. C'est-à-dire que quand tu fais une première partie, tu t'appliques juste à appliquer les règles et tu as compris à la fin ce qui s'était passé et c'est toi qui vas donner une saveur au jeu et le jeu permet ça. Le jeu a cette permissivité-là de pas être sur un fil qui sera toujours le même de ok, je prends la piste A ou la piste B et puis c'est parti mon kiki. Là il y a vraiment tu te rappelles de la partie qu'on a fait de Microlonic quand on l'a découvert, quand Flo l'a ramené au chalet et que c'était pas prévu qu'on y joue spécialement et qu'on y a joué sur un prototype très prototypal et voilà le résultat. Et que quand on s'est regardé en disant avec Rachel en disant mais il sort quand? On y joue la semaine prochaine parce qu'il sera au Sablier d'Or ce jeu là. Ça sera c'est quel jour? C'est en fin de semaine je crois, je ne sais plus. Non, c'est mercredi ou mardi. J'ai plus le planning totalement en tête. Je vous prépare tout ça pour la matinale de vendredi où on vous expliquera bien dans le détail le planning. Ouais. Voilà pour ce jeu. On continue. Alors en jeu de société, on a fait le tour. Tu voulais dire un mot sur Magna Roma ? Non, mais j'en ai dit un mot. C'est de l'association de tuiles et dans un quadrillage de 5x5, mais c'est pas du tout du tableau building où ça score, c'est vraiment ces tuiles, comment je les associe. Allez, je te montre un peu le matériel pour essayer de te faire envie. Allez, je te montre un peu le matériel, Martin. Je fais vite, promis. Je rentre pas dans le détail des règles. Regarde les tuiles, hop. Vas-y, montre-les à la caméra du dessus. Ouais, j'ai l'impression qu'elle me jette ça comme un petit peu d'aumône. Et tu vas sur un draft ouvert où tu vas juste récupérer des tuiles et tu vois les demi-formes qu'il y a, des demi-cercles, des demi-carrés, etc. Quand tu les associes, c'est l'action que tu vas pouvoir réaliser. Et là, je crois que tu as mis 2 ronds ensemble. Ouais. Et c'est tout simple. Tu vas gagner 1 pièce d'or puisque ça fait une forme de pièce. Et si tu mets comme ça fait un blason ? Si tu mets un blason, tu vas pouvoir grimper sur le militaire. J'adore grimper. Mais est-ce que tu vas grimper de 1 ou 2 ? Là, tu grimpes que de 1 parce que les tuiles, elles ont des couleurs différentes. Si tu avais mis 2 tuiles de la même couleur, tu serais grimpé de 2 sur la piste militaire. Et il y a 3 petits plateaux. Alors, soit tu gagnes des ressources, soit tu grimpes sur différentes pistes qui vont chercher différents scorings. Mais j'ai vraiment bien aimé
l'étriquer, pareil, cette sensation de faire de vrais choix dans la partie. Ce qui est cool, c'est qu'on a des profils assez différents dans l'équipe finalement. Parce que quand je vois les jeux qui te plaisent, Rachel, je vois que tu aimes beaucoup les mécaniques. Hein. T'es très mécanique, t'as envie de voir des choses qui s'imbriquent en tête, des réflexions qui s'imbriquent. Aline, ce sera pas du tout la même chose. Il nous manque Sylvain, qui était très très fun et très jeu débile. On a Rachel et Aline, il nous manque Sylvain qui était fun. Qui était fun et débile, ouais. Moi, je crois que je dis jamais non à un jeu débile, mais il y a toujours ce truc-là où je dis je serai jamais la proposition pour jouer à un jeu débile et ou l'acheter. Mais je crois qu'après, je reste fun autour de la table. Mais... Et moi, je suis le caméléon du monde du jeu. J'aime bien tout, c'est un vrai problème. Un peu moins les figurines, mais j'aime bien tout le reste. Je vois que Florian ne se déplace que pour gagner, on nous dit sur le chat. Oui, parce qu'il vient, il a dit je viens mardi et je viens pour gagner. La saturation du marché, nous dit Mathis Laurent, co-auteur de Reine de Tis. On est obligé de le dire à chaque fois, ça fait une période de publicité. J'en parlais avec Yoann Levé auteur de God Five. La saturation du marché incite à faire des jeux où la première partie assure pour passer à l'achat et pas forcément pour la profondeur. Et c'est vrai qu'on le ressent assez régulièrement. De temps en temps, on a des jeux où on dit il faut passer outre la première partie, il faut en faire 2-3. Et oui, on n'a plus tellement le temps, il faut être emballé directement. Voilà, c'est pour pas les jeux qui me parlent. Et de temps en temps, tu rencontres un jeu qui te donne envie de rejouer. Donc ça... C'est bien de rejouer. Ouais. On passe aux écrans. Et de rejouer et de rejouer. Qu'est-ce que vous avez regardé cette semaine ou plus tôt de cette semaine ? Qu'est-ce qui commence ? T'as regardé des trucs, toi, Aline ? Moi, j'ai regardé la série Scarpetta, qui était inspirée des romans policiers de Patricia Cornwell. Et c'est une série avec Jamie Lee Curtis et Nicole Kidman et Simon Baker, je crois. T'as pas mis d'image, hein ? Non, j'ai pas mis d'image parce que ça fait partie des choses que j'ai vues. Je suis contente de l'avoir vue, mais ça s'arrête là. Je suis pas spécialement sûre que je vous la conseille. Par contre, je vous conseille les romans de Patricia Cornwell très, très, très fortement. Je cherche quand même une image. Alors, je tape série. J'allais pas en parler. Hein, d'accord. Ouais, je te demandais. Je croyais que tu partais là-dessus. Non, tu me demandes ce qu'on a regardé. Je te réponds. J'ai regardé ça. Donc, pas de série pour Aline. De ton côté, tu as mis du Ted Lasso qu'on avait déjà placé, Rachel, précédemment, dont tu voulais nous reparler. Du coup, on n'en avait pas parlé parce que c'était. On n'en avait pas parlé. On n'en avait pas parlé finalement, puisqu'on était resté. C'est la matinale qui s'était transformée en thématique autour de l'Iran. Et effectivement, il y a 2 semaines de ça, j'ai terminé Ted Lasso après je ne sais pas combien de saisons, mais il y en a quand même pas mal. Il a fallu que plusieurs personnes me le conseillent, parce qu'on me l'avait conseillé dans mon entourage sur le chat, proche. Et il y a plein de gens qui sont venus qui l'ont conseillé. Notamment Bruno Catala qui est à fond sur Ted Lasso. Ouais. Et une très bonne amie à moi, Laura, c'était encore dans le chat, c'est Sabrina qui m'en avait parlé. Et Dieu sait que j'avais pas envie. Une très bonne amie à moi, Laura, je te fais des bisous. C'est donc Sabrina qui en a parlé. Pourquoi Laura ? Qu'est-ce qu'elle va faire là-dedans ? Ah, mais parce que c'est une amie commune. Et donc, Ted Lasso, j'avais pas envie de regarder parce que c'est une comédie. J'aime pas ce qui est drôle. Et ça parle de football. Alors voilà, vraiment, je suis le stéréotype de vraiment le football. Tu m'aimes bien quand même ? Hein ? Non, parce que moi, je pourrais être un peu drôle et j'aime bien le football. Mais voilà, il n'y avait rien qui m'attirait au départ, mais je me suis dit, qui ne tente rien n'a rien. Et donc ça commence vraiment sur un truc très absurde, où Ted Lasso est donc recruté par un club de football anglais pour l'entraîner, alors que c'est un entraîneur habituellement de football américain. Donc il découvre carrément, quand il arrive au FC Richmond, il découvre les règles avec son partenaire, The Beard. Et c'est tout basé sur c'est un peu de l'humour grotesque, de l'humour de plein de moments dans son interaction avec les gens. C'est pas The Office non plus, parce que The Office c'est vraiment de l'humour grotesque en boucle. Ouais. Là, t'as un fil conducteur, c'est plus ténu, c'est moins, moins ridicule. Oui, il y a une histoire. Chaque saison, ça va être une saison de football aussi, avec pas mal d'échecs. Mais en fait, ce qui rend vraiment la série fabuleuse, c'est ce personnage qui apporte dans ses interactions avec les gens beaucoup de petites touches d'humour en permanence, mais dont on sent qu'il est là pour leur faire du bien. Il ne pense qu'au bien du groupe, et dans ce qu'il cherche à faire, c'est essayer de déverrouiller plein de situations, jusqu'au moment, et c'est le moment qui, moi, je crois, me transporte, où on se rend compte
que cet homme très jovial cache des grandes blessures et qu'il va lui aussi les soigner. Et donc je pense que ça parle aussi de santé mentale, et avec vraiment plein de personnages. Les personnages sont chouettes, hein. Le capitaine de l'équipe, il est très, très attachant aussi. Le bourru, toujours en colère et très grossier, oui, il est excellent. Et les personnages sont chouettes. Alors, ce qui est surprenant, c'est que... Alors, c'est une série sur le foot, mais qui... Je ne sais pas trop si les amateurs de football s'y retrouvent spécialement, parce que ça caricature quand même le milieu de manière un peu absurde, et en même temps c'est bienveillant. Ce qui est surprenant, c'est que dans ce genre de série, généralement les personnages principaux sont ridicules, ils sont grotesques, et c'est ça qui fait rire. Tu vois, dans The Office, tous les personnages sont un peu ridicules, grotesques. Le patron, t'as vraiment pas envie et tu te moques de lui. Là, c'est l'inverse. Le personnage, il est attachant, et en fait... C'est un type bien, donc on s'attache vraiment à lui, on le trouve bien, il est parfois un peu ridicule au début de la série notamment, mais pas vraiment sur le long terme. Il est ridicule dans le regard des autres protagonistes, qui le trouvent vraiment peut-être un peu trop cuculapraline, agaçant. La directrice du club à qui il amène des biscuits tous les jours, qui le supporte pas, je pense, au début de la série, puis en fait, qui va se confier à lui, qui va grandir, qui va aller mieux. Et Baptiste Laurent nous dit, il faut pas trop aimer le foot pour aimer la série. Il y a quand même une caricature du monde du foot qui fait que ceux qui aiment vraiment ce milieu peut-être vont être irrités plutôt au départ. Et après, ça va au-delà. Donc, dans la deuxième phase de la série, on s'attache vraiment à l'histoire en elle-même. Mais je sais pas si les gens qui adorent le foot suivent particulièrement ou pas, j'en sais rien, je me rends pas trop compte. Il y a quand même pas mal de références. Il y a notamment un épisode où tu as Thierry Henry qui commente. Qui fait commentateur avec Roy Kent. Il y en a plein qui ne comprennent pas la subtilité de cette séquence-là s'ils ne connaissent pas les personnages et le foot anglais. Ah bon? Tu connaissais Thierry Henry, toi? Non, Thierry Henry, c'est dans la Coupe du Monde 98, ça va. Alors, il était jeune, hein. Tu sais qu'il avait 18 ans à l'époque. Je ne sais même pas s'il les avait. Je me suis arrêté là au foot. Non, mais il n'avait pas encore trop d'histoire avec les Anglais, il était à Monaco à l'époque. Ah oui, il fallait comprendre ça. Non, mais tu vois, le moment avec Thierry Henry, c'est justement Ted qui commence à pas aller bien, c'est lui qui commence à pas aller bien, et qui entend Thierry Henry dire d'autres trucs comme s'il s'adressait à lui. Pour moi, ça parle de santé mentale ce moment-là, mais j'avais pas les refs de Thierry Henry. Donc voilà, c'est Ted Lasso, que vous conseille, que vous ont conseillé pas mal de monde, mais que vous conseille aussi Rachel. Moi, je ne l'ai pas terminé, cette série, je ne sais plus où j'en suis, la saison 3, quelque chose. Il y en a combien? Je ne sais plus, parce que comme je regarde à la chaîne. Donc je ne sais même plus où j'en suis. À quel moment de l'histoire? J'ai une tendance des fois à arrêter parce que qu'il y a 3 saisons. J'ai il y a des périodes de gros travail où je me concentre dans le travail et j'oublie après que ils sont repassés dans la première ligue ou pas? Là où t'en es, toi? Je pense, oui. Ah, donc c'est la dernière saison. S'ils en sont en première ligue. Je sais plus. Pardon, je me souviens plus. Moi, j'ai regardé une série par hasard. Je me suis connecté quand je... Ah, je voulais regarder cette série. Ah ouais, je t'en ai parlé toute la semaine. Ouais, j'avais pas percuté que c'était celle-là que tu regardais. Ah d'accord, ça m'a surpris. Avec Elisabeth Olsen. Ouais, c'est ça. Dans mon travail de dessinateur, il y a des périodes dans lesquelles je cherche des idées de dessin, et dans ce cas-là, je regarde rien, puis il y a des périodes où je dessine, ça y est, mon idée, et mon cerveau est libéré, ça y est, je peux penser à d'autres choses, je pourrais me mettre de la musique, je peux regarder une série, et des fois, je lance les réseaux, les plateformes, et je savais pas quoi regarder, je crois que j'ai lancé Netflix, mais c'est marrant parce que je l'ai vu après sur Canal+, et sur Prime. C'est pas sur Max, je l'ai vu en cherchant les images, j'ai trouvé des images de Prime. Max, je dois écrire, je sais plus où c'est, mais moi je l'ai vu sur Netflix. C'est rigolo, cette série qui change de plateforme. Ça s'appelle Love and Death, la série dont je vais vous parler, et je savais pas du tout ce que j'allais regarder. Donc là, je vais vous expliquer, si jamais vous la regardez, vous saurez ce dont il s'agit. Mais moi, je ne savais pas. Je l'ai lancé comme ça en me disant, tiens, Love and Death, il y a Death, c'est peut-être un truc qui fait peur. Pas du tout. Ça raconte une histoire vraie, et c'est la première image, cette histoire est vraie. Okay. C'est une mini-série, c'est que 7 épisodes, c'est terminé. Et j'ai vraiment accroché parce que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et j'ai compris à quoi m'attendre en cours. Parce qu'en cours de série, je n'avais pas vu l'écran, c'est une histoire vraie. Je suis en train de dessiner, je regarde d'un œil. Et je l'ai compris en cours de saison, de série. Donc ça raconte l'histoire de Candy Montgomery, qui est donc une histoire vraie. C'est une mère de famille qui vit dans une banlieue américaine tout à fait typique, avec beaucoup de religion à l'intérieur, qui est une petite vie tranquille. Elle s'ennuie un peu et elle a envie d'avoir une relation extra-conjugale avec un homme qui s'appelle Alan Gore. Et ça raconte ça. Et les premiers épisodes,
ils m'ont vraiment saisi, je les ai trouvés hyper intéressants parce que ça dépeint cette femme, son ennui, l'aventure qu'elle recherche, cette façon aussi de vivre autre chose et pourquoi elle se lance là-dedans, qu'est-ce qui se passe, pourquoi cet homme cède aussi alors que lui il a une vie tu sais pourquoi j'avais envie de le voir moi, parce que j'avais lu un article qui comparait le début à Madame Bovary. Ah bah oui, et le elle début... s'était ennuyée dans la campagne de Rouen qu'elle ressent Madame Bovary dans le début du livre. Le début, il t'amène à réfléchir. Il est vraiment génial, le début. Il m'a beaucoup accroché. J'ai trouvé ça super, alors que c'est presque pas l'objet de la série, d'une certaine manière, de l'histoire, en tout cas de l'histoire du fait divers, on n'en parle pas tant que ça, et c'est ça qui est très bien vu dans cette série-là, c'est que le fait divers, c'est que le 13 juin 1980, Betty Gore, donc la femme d'Alan Gore, le mari qui l'a trompée, est retrouvée morte dans sa buanderie, atrocement mutilée de 41 coups de hache. Moi, je savais pas ça quand j'ai regardé la série, je vous le dis, donc vous le savez, mais c'est pas un spoiler, c'est le point de départ de cette histoire-là. Il y a même des scènes qui l'évoquent dès le début de la série, parce que les gens sont censés le savoir. Je savais pas que j'étais en train de regarder la reconstitution d'un fait divers. Et le personnage central de cette série, Camille Montgomery, est accusé du meurtre, reconnaît le meurtre, donc sachez, je vous donne, c'est pas la fin, je vous dis pas la fin de l'histoire. Okay. Elle l'a tué à la hache, et la deuxième partie de cette série, c'est le procès ultra médiatisé qui a eu lieu dans les années 80, et je vous dis pas la fin de cette histoire, ce qui en est sorti du procès, parce que peut-être vous avez envie de regarder, et comme moi, vous n'avez pas envie de savoir comment ça s'est terminé, cette histoire-là. C'est intéressant de ne pas le savoir nécessairement, mais c'est un fait divers réel que les Américains connaissent sans doute beaucoup plus que nous, et ils connaissent la fin. Quand ils lancent la série, ils savent comment ça s'est terminé, tout ça. Super stylé me fait rire en disant à la fin elle n'était pas morte, avec ses 41 coups de hache. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ça va au-delà de simplement l'histoire de procès. Moi, j'aime bien ça, les histoires réelles. J'aime bien me plonger. C'est pas du tout la même façon de vivre une histoire quand tu sais qu'elle a été vécue. Il y a eu d'ailleurs plusieurs adaptations en film ou en livre de cette histoire-là. Tu t'immerges dans quelque chose où le fait de savoir que ça a vraiment existé change complètement ta perception. Et au-delà de ça, elle est très très bien filmée et elle est très bien réalisée et magnifiquement bien jouée. Alors les deux personnages principaux sont extraordinaires. C'est David Kelly, c'est le réalisateur de Ali McBeal aussi. Alors, le réalisateur, c'est Leslie Linka Glatter, que je ne connais pas du tout. Ah oui, d'accord. C'est surtout Elizabeth Olsen et Jesse Plemons, que je ne connaissais pas de nom de Jesse Plemons, mais que je trouve extraordinaire dans cette série. Tu veux du people ? C'est le mari de quelqu'un, Jesse Plemons. Girl.game, je tente des gens du monde de Kirsten Dunst. Ah bon, d'accord. On aurait dû le tenter. Ouais. Pour que Rachel le sache. Ouais. Tu vois cet acteur là qui joue le rôle du mari, je vous montre la photo que je trouve sur Google comme ça. Je le trouve, je l'ai vu plein de fois dans plein de trucs, mais je connaissais pas son nom. Dans Breaking Bad. Ouais, il est vraiment très très bon, et là il joue un rôle complètement passif, complètement le type qui subit tout. Vraiment, ça m'a accroché. Je pense que ça fera partie en tout cas pour l'instant, c'est celle qui m'a le plus accroché sur 2026. C'est pas du tout une série de 2026, mais c'est de ce que j'ai vu moi cette année. Ça me fait penser à ces séries qui parlaient de l'actualité américaine. Il y en avait une sur la mort de Gianni Versace et une sur le procès, enfin sur l'affaire Lewinsky. C'est deux séries American Story. Je crois le programme s'appelait comme ça, il y a eu plusieurs déclinaisons, et c'est des séries que j'avais trouvées géniales aussi. Voilà, ça notamment celle sur Versace. Love and Death, c'est seulement 7 épisodes, je pense que ça vaut le coup de Mais c'est marrant, ça m'a rappelé, mais Rachel à peu près va s'exprimer, une série qui a eu lieu, mais il y avait déjà eu un film sur un fait divers américain aussi, où une femme est retrouvée morte en bas des escaliers, et le mari dit que c'est forcément une chute, et il y a un procès qui dure des années pour essayer de montrer aux taches de sang et tout ça que c'est lui qui l'a tué, et toute la série elle est basée sur ce long procès, sur comment la famille s'éclate, comment la famille se retrouve, comment le tisonnier a disparu, et ça, je me suis dit ça m'avait beaucoup plu derrière, hein. Ça rend curieux de Wikipédia pour essayer de te faire ton avis, toi, public. Il y a la curiosité, et il y a est-ce que c'est une bonne ou pas une bonne série. Moi, j'ai trouvé que la série était vraiment remarquable sur plein d'aspects. Et je sais pas, tu vois, Aline, à chaque fois, on regarde pas forcément les choses ensemble, et je sais pas si ça te plairait. Ouais, j'en sais rien. Un aspect, J'avais de la curiosité pour la série, mais quand je suis passée, tu m'as montré ce que tu regardais, je suis pas reconnue du tout. J'étais à un moment où c'était pas... Parce que des fois j'arrête, quand je regarde un truc que j'aime vraiment bien, je me dis j'arrête, je regarderai, je vais dire à Aline de regarder le début, on regarde la suite ensemble. Et là je me suis dit non, je suis pas sûr que ça va lui plaire, et tu sais, il y a le côté, c'est une histoire vraie,
un peu avec des histoires de tromperie à la base, des choses comme ça, c'est pas ce que tu préfères le plus. C'est pas une série feel good. Donc, je suis mais bon. pas sûre d'aimer que les séries, spécialement les séries feel good. Bien. Bon. Et Fanette, elle me confirme, c'était pas l'escalier, mais c'était un titre en anglais, The Staircase. Mais oui, du coup, après, j'ai vu le film, le documentaire, après avoir revu la série. Peut-être ça te plairait, celle-ci. L'avantage, c'est que ça se regarde facilement. On passe à la dernière rubrique de cette matinale, les livres que l'on a lus. Est-ce que vous avez des livres à partager ? Moi j'ai lu un truc chouette. En fait, ça m'a... j'ai lu, on s'en est pas trop mal sorti, Petit, qui est l'autobiographie d'Anthony Hopkins. Et pourquoi j'ai lu ça ? Parce qu'en fait, j'ai le souvenir, quand j'étais ado, on était dans la famille abonnés à Studio, et je crois que j'ai jamais attendu un truc dans la boîte aux lettres comme j'ai attendu Studio à ces années-là, parce que dans le magazine, il y avait toute une partie sur l'actualité du cinéma, mais il y avait aussi toute une partie qui regardait en arrière et qui nous parlait d'anciens acteurs ou d'anciens films, et avec plein d'anecdotes, des petits trucs un petit peu pointus sur un vieux film. Et j'attends toujours de retrouver ça. Alors le magazine Studio, il a disparu. Première ne proposait pas ça jusqu'à très dernièrement, où il y a une refonte du magazine et c'est un petit peu plus intéressant que précédemment. Et du coup, quand il y a une autobiographie d'un acteur que j'apprécie en tant qu'acteur, pas en tant que personne, je suis quand même toujours curieuse d'y aller, pas tellement pour l'histoire de la personne, mais pour toutes les anecdotes qu'on va avoir sur des films qu'on a aimés. Et là, je me disais, waouh, Anthony Hopkins, il est quand même dans tellement de films que j'ai adorés, que j'ai envie d'aller voir le backstage de ces tournages. Et c'est ce que le petit descriptif de Flammarion nous laisse entendre. Il nous laisse entendre qu'on va aller comme ça l'accompagner du moment où il a été sur scène avec Laurence Olivier, au moment où il a été le Hannibal Lecter du Silence des Agneaux, etc. Et je me dis, ouais, c'est exactement ce que je cherche, exactement ce que je veux. Et je prends le livre, et c'est pas du tout ça. Et du coup, c'est une incroyable surprise parce qu'on est sur un truc qui est absolument pas formaté. Parce que quand on a une autobiographie d'un acteur, qu'est-ce qu'on a ? On a plein d'anecdotes sur ses co-partenaires de scène, sur les réalisateurs qu'il a rencontrés, et on a plein de photos, pleine page, format glacé, très glamour. On n'est pas là-dedans du tout. On est dans quelqu'un qui se regarde, qui regarde en arrière et qui nous raconte sa vie. Il y a plus d'intime que de people, et il y a plus d'intime que de cinématographique au final. Et sa vie, elle est assez incroyable, et il la regarde avec une franchise qui est déconcertante. C'est pas de l'auto-glorification, c'est pas de l'auto-promo, ce livre. C'est le récit assez honnête de sa vie à lui, et j'ai trouvé ça génial. Donc ça nous raconte plein de trucs. Ça nous raconte à quel point le système scolaire du Pays de Galles n'a pas été adapté pour lui. On saura par la suite qu'il a probablement un trouble autistique sur lequel il ne s'étend pas. Mais on sent que les années d'école ont été des années humiliantes et rabaissantes, et que même ses parents ne savaient pas très bien ce qu'il allait pouvoir faire de sa vie. Il y a en lui une violence assez phénoménale qui lui a desservi tout au long de sa carrière. Il a été particulièrement touché par des addictions du type alcoolisme, et il raconte tout ça, mais sans complaisance et sans... Enfin, je sais pas, il y avait un ton dans ce livre qui était chouette, et donc on l'accompagne comme ça toute sa vie, et c'est non formaté, comme je vous disais, d'autant plus que c'est plein de passages cités, donc il y a plein d'extraits d'œuvres, il y a plein de passages de Shakespeare par exemple. À la fin de l'autobiographie, il y a tout un recueil de poésies qui sont les poésies qui l'ont marqué lui. Et je me dis que c'est absolument pas vendeur d'aller mettre un recueil de poésie à la fin d'une autobiographie d'un acteur aussi célèbre. Et donc c'est ça qui est plaisant, c'est pas du tout ce que tu imagines. C'est mieux que ce qu'on imagine, et du coup, je vous invite à aller jeter un œil aux premières pages, particulièrement bien écrites. Donc dans le site d'un monde de jeu, j'ai mis le lien vers Flammarion, qui propose les premiers chapitres en lecture libre. Eh ben, on va le faire là tout de suite, c'est moi qui vous le lis. Et on a ce plaisir. Alors moi, des autobiographies d'acteurs, j'en ai lu plein. Par exemple, j'ai lu celle d'Al Pacino, que j'ai trouvée très chouette, justement parce qu'elle allait là-dedans. Elle allait dans le backstage. Oui. Et Al Pacino, quand il écrit, c'est plaisant d'une autre manière, parce que on sent que ça a été enregistré au dictaphone et qu'il y a quelqu'un qui est allé retaper, qui a été remettre en forme du discours oral. Et on sent le discours oral, et c'est plaisant. Mais là, c'est écrit. C'est réellement écrit, avec une écriture qui est il écrit bien, hein. Très agréable à lire. Ouais, c'est un petit caractère Arial 9. Arial. T'arrives à lire de là ? Non. Non, j'arrive pas à lire. Voilà, donc un petit conseil. Allez jeter un œil, si ça vous dit. Allez jeter un œil au début.
Ouais, moi, j'aime bien lire les autobiographies, justement, qui placent l'humain avant son histoire et sa mémoire pour dire regardez ce que j'ai fait et ce que j'ai accompli. Qui ne vont pas faire un article Wikipédia. Lui, notamment, sur ses relations avec sa fille, parce qu'il a abandonné sa fille bébé, il est sans complaisance envers lui, mais en fait, c'est un échec de sa vie, il le raconte, et il ne cherche pas à se justifier. Oui. Ça, c'est surprenant. Tu t'attends pas à ça quand tu ouvres le livre. J'ai été marquée par la première biographie que j'avais lue, qui était celle de Roald Dahl. Enfant, j'étais une grande fan de Roald Dahl, comme plein d'enfants, de bons enfants. Et c'est la première autobiographie que j'ai lue. Et elle m'a plutôt marquée. Du coup, j'avais pensé terminer en vous demandant lequel des films, vous pouvez répondre dans le chat, quel est votre film préféré avec Anthony Hopkins. Moi, c'est de loin The Father qui arrive en tête. C'est vraiment le film magistral et son interprétation est incroyable. Moi, je ne l'ai pas vu, moi. Il restera Le Silence des Agneaux, quand même. Le Silence des Agneaux. Ouais. Moi, je les ai mis dans mon ordre de préférence. The Father, Le Silence des Agneaux, Légende d'automne, Elephant Man et Dracula. Attention, j'aime beaucoup Dracula. Ce qui n'est pas l'ordre de préférence de ses films. Oui. Je parle vraiment de son interprétation à lui. Star Wars, moi, je trouvais fou dedans. Merci, Martin. Martin, tu aurais peut-être répondu Westworld. Je sais pas. Westworld, la série ? La série, ouais. Ouais. J'en sais rien, il faudrait que je les regarde tous. Tu sais que moi, j'ai aucune mémoire, donc... Rencontre avec Joe Black aussi, on nous citait dans le chat. Voilà, tu as un livre dont tu voulais parler, Rachel ? Un livre qui se lit vite, puisqu'il s'agit d'un roman épistolaire. L'appartement du dessous, donc, qui est l'histoire d'une jeune fille qui aménage à Paris dans un petit immeuble où l'habitante précédente est décédée et elle commence à retrouver sous son paillasson des lettres de la voisine du dessous, Hectorine, qui a plus de 100 ans, qui commence à lui écrire des lettres et elle se sent harcelée. C'est qui cette vieille qui m'écrit des courriers? Et au début, elle ne lui répond pas. Et à un moment donné, s'instaure la discussion uniquement par courrier. Et j'ai trouvé que c'était très attachant, ces générations qui se confrontent au début justement, on a un écart de génération. On n'est pas censé se comprendre et s'entendre, on est censé presque se dédaigner. À la fin, elle se retrouve. On n'est pas censé... tu crois que... souvent. Ah ouais ? Est-ce que tu irais voir une nouvelle voisine qui s'installe et qui aurait... Moi, je crois que nous, ils sont pas très... certaine que oui. C'est vrai ? Moi, petite mamie. Mais par contre, c'est vrai que moi, comme toi, je crois, Rachel, j'ai du mal avec tout ce qui est agisme, tous ceux qui font des cloisonnements entre les générations. Je suis pas du tout ça, et je l'ai beaucoup dit sur Un monde de jeu d'ailleurs. Nous, on a beaucoup de plaisir aussi. C'est un de nos fils conducteurs à transmettre. On se donne pas beaucoup de missions sur Un monde de jeu, mais là-dessus, on pense qu'on peut jouer ce rôle aussi de pouvoir partager ce qui s'est passé avant dans le monde du jeu, qui est pas très vieux, qui a une histoire récente, le monde du jeu. La plupart des acteurs actuels du monde du jeu étaient là au démarrage de toute cette aventure du jeu de société moderne, puisque on peut le dater sur les années 90 peut-être. En tout cas, on était tous déjà là et tous déjà curieux du jeu de société, mais cette culture-là que l'on a, nous, elle risque de se perdre, et je crois qu'il faut essayer de la transmettre d'une manière ou d'une autre, et avec ces phénomènes logiques et qui sont pas du tout à critiquer en soi, mais là, cette envie permanente de nouveauté, on a parfois une tendance à mettre sous le tapis en disant non, ça c'est fini, maintenant faisons de la place aux jeunes, je peux comprendre, mais il faut pas que ça soit un mantra, il faut qu'on garde quand même aussi une place pour notre histoire. Il n'y a rien de plus précieux en fait, c'est ce qui en fait de la culture. Puisqu'on veut que le monde du jeu soit un espace culturel, il faut aussi s'attacher à cette culture. Moi je vais juste vous partager une bande dessinée. J'ai lu L'homme qui a vu l'homme qui filme l'homme qui tire plus vite que son ombre, presque journal d'un tournage. Donc c'est une bande dessinée qui est signée par Guillaume Bouzard, qui est un auteur de BD que j'aime beaucoup, moi, qui me fait beaucoup rire. Ça fait partie de ceux qui me font le plus rire. Il a un humour un peu absurde, un peu crétin, que j'aime particulièrement. Il avait déjà fait une bande dessinée sur Lucky Luke, parce que là on est sur le thème de Lucky Luke. Il avait déjà fait une bande dessinée sur ce thème il y a 9 ans, et là c'est pas publié par Lucky Comics d'ailleurs, c'est rigolo, c'est publié par Dargo, donc on n'est pas dans la série habituelle des Lucky Luke. C'était complètement absurde, je crois que ça s'appelait Jolly Jumper ne répond plus. Oui. La bande dessinée qu'il avait fait il y a 9 ans, et qui était vraiment très très rigolote autour de Jolly Jumper. Dans celle-ci, il n'y a pas de Jolly Jumper. Il accompagne le tournage de la série Lucky Luke avec Alban Lenoir, qui sera le 23 mars sur Disney+.
C'est pas aujourd'hui? Le 23 mars? Oui, on est le 23. Eh ben, ça me donne envie de voir cette série. Donc ça tombe bien, vous voyez. Je suis pas là ce soir, je regarde Love and Death. C'est vrai? Tu vas regarder ça, tu crois? Je pense, ouais. Ouais, ça me donne envie de voir cette série donc avec Alban Lenoir. Et donc il a été voir le tournage qui s'est passé en Espagne. Et donc il nous raconte ça. Alors c'est très rigolo parce que c'est du Bouzard. Bouzard, il fait que des bêtises. En général, il est censé faire une histoire du tournage. Il a son style très caractéristique, très léger, on voit que c'est un dessinateur qui va vite, hein, qui aime bien dessiner les choses de manière un peu débile. Et plutôt que de nous raconter le tournage, il part dans le n'importe quoi systématiquement. Déjà, ça s'ouvre sur le fait qu'il faut qu'il s'équipe pour aller assister au tournage. Il y a eu une mode du reportage en bande dessinée, notamment de tournage. Il y en a eu quelques-uns qui ont été dessinés. Je pense notamment à Mathieu Sapin qui a fait ça plusieurs fois autour de termes politiques, mais pas seulement. On a eu, je crois qu'il l'avait fait aussi sur des films de Johann Sfar. C'est le film sur Gainsbourg. Il y a une bande dessinée qui accompagne tout ça. Donc on est dans cette ligne-là, mais alors plutôt que de nous raconter vraiment le tournage, il va commencer par raconter son équipement, qu'il a besoin de s'acheter une selle. C'est normal, il se met en scène. Un costume de Lucky Luke. Donc il y a plein de trucs autour de ça qui sont complètement débiles. Et grosso modo, sur le tournage, il est un peu déçu parce qu'il ne sert à pas grand-chose. On a régulièrement des petites cases sur son éditeur qui reçoit les planches qu'il est en train de faire pour raconter le tournage et qui est un peu catastrophé, puis en même temps ils font passer. Il y a des running gags, je ne veux pas vous les expliquer parce que bon, c'est rigolo de les trouver, mais il renonce à rien à partir du moment où c'est con. Il est capable de mettre des gros moyens pour une connerie. À un moment, l'éditeur lui demande, je vous montre juste cette scène-là pour vous montrer le type de dessinateur que c'est. L'éditeur lui dit, mais en fait, c'est censé faire un reportage sur le tournage de cette série, et pour l'instant on sait rien, tu veux pas nous montrer des croquis que t'as fait? Et comme il a fait aucun croquis, qu'il en a rien à foutre, il y a un moment assez rigolo où, bon, il a demandé à ChatGPT de faire les croquis. T'as le cahier graphique de Guillaume Bouzard qui va pas écrire avec la bonne écriture, et c'est que du ChatGPT, et t'as la tronche forcément d'éditeurs qui reçoivent ça en disant, tiens, on dirait que l'IA est arrivé en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, c'est les seuls moments où tu vas vraiment avoir le tournage qui est dessiné, ça prend 2 pages et c'est n'importe quoi, forcément. C'est vraiment crétin, c'est idiot, vous allez bien rigoler. C'est les lectures, c'est difficile à conseiller dans la mesure où si vous n'êtes pas sensible à l'humour et à la bêtise, c'est pas le truc que tu veux. Tu m'as souvent dit, la bande dessinée, Rachel, ça m'attire pas trop parce que je sais que ça va être 45 minutes et après c'est rangé, ça m'a quand même coûté cher ces conneries. Là, on est dans cette rubrique-là. Il y a pas mal de monde qui vont pas avoir envie de l'acheter en disant je vais pas rajouter un truc qui me prend une demi-heure à lire et après c'est rangé dans ma bibliothèque et je m'en fiche. Sauf que j'aime bien les avoir parce que je sais que c'est les BD qui vont être le plus lus chez moi. C'est-à-dire que moi je l'ai lu, sans doute d'autres vont le lire, vont l'emprunter, vont le regarder. Il sera là pendant les sabliers d'or, il sera au chalet et je pense qu'il y en a qui passeront et qui auront envie de le lire aussi, de s'amuser, parce qu'on sait que là, tu t'offres vraiment un moment de divertissement, de plaisir, et il y a des bandes dessinées beaucoup plus prétentieuses ou beaucoup plus sérieuses qui finalement ne tournent pas tellement. Je suis attaché à cette culture populaire. Je viens d'avoir une idée, il faudrait mettre un petit carton comme on faisait avant dans les bibliothèques, et que les gens qui l'aient lu mettent leur nom un peu comme un livre d'or. Florian de Fantasy l'a lu et a trouvé ça naze. Ce qu'il va la dire. C'est une bonne idée. Et je vous conseille les autres bandes dessinées de Bouzard. Il avait fait toute la série Autobiography of Me Too. En voilà. C'est l'autobiographie de son chien. Là, c'est le Myth-Troll, c'est le 3e album. Of Me Too aussi, le 2e, qui était chouette. Non, mais c'est vrai, c'est des vrais noms. Donc, il en a fait pas mal et je vous les conseille parce que vraiment, c'est des rayons de soleil dans votre journée. Wow. Ces bandes dessinées. T'as déjà la couleur d'un rayon de soleil. Mais ouais. Bon, moi je suis fier d'avoir ces BD-là dans ma bibliothèque de bande dessinée. C'est un humour type Fab-Caro. Je pense que c'est plus crétin, mais j'ai détesté, nous dit Flo. Mais tu l'as pas lu, arrête. C'est une blague. Non, Fab-Caro, je dirais que c'est plus... il a un humour plus... Comment le qualifier ? Plus France Inter, ça marche? Ouais, en tout cas, je vois bien ce que tu veux dire, moi, perso. Et Bouzard, non, là, c'est vraiment un peu... Absurde. Ouais, ça me ressemble plus, on va dire, comme type d'humour. Je sais pas si c'est une bonne façon de parler, mais... Si, moi je comprends, en tout cas. C'est plus débile. Mais voilà, j'aime bien. C'est la fin de cette émission, il est 9h03, je crois. On a fait le tour? Oui. Oui, moi j'avais lu aussi une BD. Mais tu veux en parler ou pas? Parce que tu as hésité avant l'émission. Je sais pas trop, mais peut-être ça vous intéresse pour en dire 2 mots. Ah, on en dit 2 mots. Moi j'ai lu
le tome 1 de Rock'n'Roll de Baru qui s'appelle Salaud de Baby Boomers. Ouais. Et c'était exactement ce que j'attendais. Mais je ne suis pas sûre que ce soit un conseil pour vous, donc je vous laisse juge. C'est des petites histoires qui ont été racontées à Baru de personnes qui lui ont parlé de moments qui ont impacté leur vie et qui sont symboliques ou symbolisent le début de leur amour pour le rock. Et donc ça va être des petites anecdotes, c'est très personnel, mais c'est le moment où le rock a provoqué quelque chose dans leur vie. Et au fur et à mesure des anecdotes, on va rencontrer les Yardbirds, on va rencontrer Jimi Hendrix, on va rencontrer les Who. Et du coup, ça amène l'esprit de l'époque. La bataille, par exemple, entre les fans de rock et les mods qui écoutent un autre type de musique. Ça c'est celle-ci que tu es en train de tourner. D'histoire. C'est pourquoi tu dis que tu ne le conseilles pas forcément? Pourquoi je dis que je ne conseille pas forcément? Déjà parce qu'il faut aimer un certain type de rock'n'roll, avoir une appétence pour l'histoire du rock et c'est assez pointu dans les références. C'est aussi un dessin un peu brouillon qui raconte pas grand-chose au final. Alors, elle a dit brouillon pour Baru. Martin, il m'a disputé quand je lui ai dit ça. Bah oui, en fait, je trouve que le dessin, il est punk. Je trouve que vraiment, c'est ça que ça... Voilà. C'est hyper maîtrisé, mais Baru, c'est un grand nom de la bande dessinée, et en fait, tu le connaissais pas trop. Toi. Non, je connais pas du tout même. Je l'ai vraiment... tu as ramené ça, le thème m'intéressait tellement, parce que je me suis dit, allez, je le lis. Je t'ai dit, mais t'as pas lu L'Autoroute du Soleil Non, mais je me suis fait disputer, c'est pour ça que je ne fallait pas vous en parler. Martin m'a dit, tu peux pas parler de Baru et pas connaître. Et j'ai même revenu en disant c'est pour ça qu'on ne fait pas vraiment de la critique dans cette émission, c'est-à-dire que nous on ne met pas en perspective parfois, on ne fait pas la recherche, on parle d'un truc qu'on a lu, on ne va pas passer 15 jours à dire il faut que je lise les précédents, il faut que je replace dans l'histoire, il faut que je relise L'Autoroute du Soleil, il faut que je relise les... Alors je vous remets dans aucun contexte, je vous dis juste... C'est simplement du partage si vous aimez les BD bien léchés avec un dessin parfait, n'y allez pas. Si vous... Il est parfait son dessin, arrête. Pardon. Arrête avec ce style. Si vous aimez le punk, le rock... Allez-y. Si vous aimez les petits récits de vie, je sais pas, il y a une sensibilité qui est chouette dans les petits instants qui sont racontés et dans le contexte social, culturel et politique de l'époque. Par exemple, il y a un moment où il nous dit et là Pompidou arrive au pouvoir et mine de rien, cette case, elle est forte dans l'histoire. Ça raconte vraiment le contexte politique. Là, c'est une BD où il dit que tout, si tu regardes bien, tout est rock'n'roll. Les voitures les auto-tamponneuses dans les manèges, c'est rock'n'roll. Il y a vraiment du coup, le vélo dans les pistes, c'est rock'n'roll. Ça existe toujours les vélodromes. Et tout est rock'n'roll. Et d'un coup, Pompidou succède au général de Gaulle. Et tu sens que là, tu vois, le monde redevient jeune. Waouh. Et donc allez-y si c'est pour vous, mais ça vous le savez en fait. Mais je pense que c'est clivant et que ça plaira pas à tout le monde. Mais c'était par contre, pour l'avoir lu pas très longtemps après une BD sur Woodstock qui n'était pas du tout ce que je voulais lire sur Woodstock, ici c'est ce que je voulais lire sur le rock. Baru Grand Prix d'Angoulême en 2010 quand même, tu dis. Pardon, mais je me rends compte que je suis juste un bébé amatrice de BD qui n'y connaissait rien et qui tombait sur un monstre et qui ne le savait pas. Oui, et multi-récompensé. Je ne sais pas quel âge il a, Baru, aujourd'hui. Je suis meilleur en Yardbirds qu'en Baru. C'est un auteur majeur de la bande dessinée qui en publie encore de temps en temps. Et celle-ci revient donc sur des souvenirs. Je ne l'ai pas encore lu, donc moi je ne peux pas vous en parler particulièrement. C'est des choses qui lui ont été racontées par des proches. Et notamment, à la fin, il y a une histoire, je pense que c'est ma préférée. C'est un collègue à lui. Alors, voilà, c'est là où je me sens con. C'est un collègue à lui, sûrement un grand nom, tu vois, que moi je connais pas. C'est un collègue à lui qui lui raconte comment il a rencontré des jeunes Anglais un jour. Ils arrivent, ils se croisent sur la route, ils baissent leurs fenêtres, ils baissent leurs vitres de voiture, ils demandent « Tu nous indiquerais pas un café parce qu'on crève la dalle ?» Il dit « Bah si !» Il les emmène au café, ils mangent avec eux, ils passent une après-midi, etc. Et avant de lui dire au revoir, les Anglais lui signent leur single, leur 33 tours. Et il le perd chez lui. Puis un jour, il déménage, il le retrouve, et c'est un grand groupe. C'est qui? C'est les Yardbirds, justement. Bah, ça me donne bien envie de le lire. De toute façon, je l'ai acheté, c'était pour le lire aussi. Donc, j'ai envie de me plonger dedans. Je suis content que ça t'ait plu. Tu vois, tu m'as pas donné envie avec Woodstock. Et j'ai hâte de prendre du temps pour le lire. Parce que Woodstock, ça te met ce titre, et tu t'attends à ce contexte, et tu t'attends à avoir une histoire de tout ce qui a fait cette énergie à Woodstock,
tout ce qui était bouillonnant, foisonnant et merveilleux en termes de découverte, de vie sociale, etc. Et c'est une histoire qui a juste ce cadre-là et qui te raconte autre chose. Et c'est décevant du coup. Enfin, pour moi, c'était décevant en choc avec le titre. Cette semaine, c'est la sortie de Sharuma qui arrive, on vous en parle cette semaine, on vous montre le jeu parce qu'on a tourné une vidéo, on va la diffuser cette semaine également, et on va terminer cette matinale en vous diffusant la publicité, le trailer qui a été réalisé sur Sharuma. Par Alex Par Alex, bien sûr, oui. Et qui correspondra au jeu à gagner vendredi dans la tombola. Ouch, la transition nous dit pourquoi j'ai coupé la parole, non ? Non. Non, c'est parce que je pense qu'on passe du rock à Sharuma. Ah oui, c'est pas le même style musical, vous allez le voir sur le trailer d'ailleurs. C'est un style musical sensiblement différent. Et tu as raison, donc Rachel, Tombola, fin de semaine, on fait gagner un exemplaire exceptionnel d'ailleurs de ce Sharuma. Oui, de ce Sharuma qui sera un exemplaire dédicacé avec tout plein de goodies à l'intérieur. Voilà, on vous embrasse, on termine l'émission là-dessus en vous diffusant cette petite publicité et on se donne rendez-vous demain pour les sorties de la semaine. Pour les sorties, c'est une semaine plutôt calme. Voilà. Bonne journée à tous. Ciao.